Si vous traînez un peu sur YouTube, vous n'avez pas pu échapper à cette myriade de petits professeurs en esprit critique qui y fleurissent depuis quelques années. Ils vous apprennent, disent-ils tout du moins, à décrypter les arguments fallacieux et les manipulations des politiciens. Mais en réalité, on se rend vite compte que toutes ces personnes ne sont pas du tout là pour vous apporter un enseignement neutre et objectif, mais qu'ils ont plutôt pour projet d'apporter un vernis pseudo-scientifique à leur idéologie, qui est bien souvent une idéologie que l'on pourrait classer à gauche ou de centre-gauche. Et parmi ces gens-là, il y en a un qui est tout autant influent que caricatural, Clément Viktorovitch. Alors je ne nie absolument pas que Clément Viktorovitch n'a pas de culture, il va de soi que c'est une personne cultivée avec un certain talent d'élocution. Ce que je reproche à Clément Viktorovitch, c'est de s'acheter une image de savant avec ces qualités-là, pour mieux manipuler son auditoire par la suite et avancer ses idées. S'il faut critiquer ses adversaires politiques, il s'acharnera à trouver des tentatives de manipulation jusque dans la moindre virgule. En revanche, dès lors que la réalité entre en collusion avec ses idées, il est capable d'une incroyable mauvaise foi et devient complètement aveugle au caractère fallacieux des absurdités qu'il prononce. Je suis tombé récemment sur une vidéo de lui où il parle du général de Gaulle et de la résistance, et je vous propose de la regarder pour réaliser le degré de mensonge et de certains de ses discours. Il faut qu'il donne une définition du mot gaulliste. Ah bah oui, effectivement. Enfin, c'est l'antithèse même du gaullisme. Hein. Le gaullisme qui précisément a fondé son identité sur le barrage à l'extrême droite, le barrage au fascisme, au nazisme en l'occurrence, et quitte même au sein du Conseil national de la résistance à faire alliance avec des communistes. Et voilà, on a aujourd'hui un Bruno Retailleau qui considère que non, pas du tout. Alors, naïvement, je pensais que la résistance était un sujet complexe, qu'il était débattu par les experts depuis des années pour savoir quelles étaient les motivations des résistants. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, on n'a plus besoin de tout ça, parce que le maître à penser Clément Viktorovitch a trouvé la réponse simple, claire et définitive. Selon lui, la résistance, c'était l'antifascisme. Et comme le général de Gaulle en était le chef, eh bien voilà, de Gaulle était antifasciste. Et toute la résistance avec lui. Vous vous en doutez, Clément Viktorovitch raconte absolument n'importe quoi. Et venant d'une personne qui se présente comme un pourfendeur de ce qu'il appelle la post-vérité, comme un expert en rhétorique et un défenseur de la pensée honnête, scientifique, qui se fie aux experts et qui regarde toujours les sources, tout ça est assez révoltant. Malheureusement, ce n'est pas la première personne à gauche à sortir ce genre d'argument, et il est donc bon de rétablir un peu de vérité là-dessus. Déjà, il faut rappeler que le général de Gaulle lui-même était traité de fasciste par la gauche à l'époque. Et vu la propension qu'a Clément Viktorovitch à traiter un peu tout et n'importe quoi de fasciste, il y a peu de doute sur le fait qu'il aurait fait partie de ces gens-là. Par ailleurs, dans son appel du 18 juin, le général de Gaulle ne se présente pas du tout comme étant en lutte contre le fascisme, et il n'a quasiment jamais utilisé le mot fascisme par la suite. Bien sûr, il va de soi que de Gaulle ne partageait pas la vision de l'État qu'avaient les nazis, mais à son appel à la résistance, il ne parlait qu'uniquement d'honneur, de grandeur ou d'indépendance. Ce que de Gaulle combattait, c'est avant tout l'occupation étrangère, quelle qu'elle soit, tout comme il a lutté après la guerre contre l'occupation et l'influence des États-Unis, qui était pourtant une république. Bien sûr, il y a eu des résistants qui se sont battus pour des raisons idéologiques, mais c'était des mouvements de résistance, pas la résistance au sens large. Certains ont résisté uniquement par soif d'aventure, par exemple, et d'autres, notamment à droite et à l'extrême droite, l'ont fait par pure germanophobie. À ce titre, il est bon de rappeler que la primo-résistance à Londres, en 40, était profondément marquée à droite. C'était des royalistes, des anciens cagoulards, des membres de l'Action française, comme Honoré d'Estendorf. On y trouvait également des juifs, ce qui paraît totalement contradictoire, quand on sait l'animosité qu'avait l'extrême droite envers eux avant la guerre, mais cela montre la complexité idéologique de la résistance, et De Gaulle savait lui-même que son rôle était de tenir ensemble des courants qui n'avaient rien à voir entre eux. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dénominateur commun de la résistance, ce n'était pas la lutte contre le fascisme, c'était la lutte contre l'Allemagne. Mais ça, évidemment, Clément Viktorovitch ne peut pas l'admettre. Il ne peut pas admettre que la résistance luttait contre l'invasion étrangère, surtout quand on sait à quoi cela renvoie aujourd'hui. Alors maintenant, il faudrait parler de la résistance de gauche, parce qu'elle a évidemment existé. Et le gros de la résistance de gauche, c'était les FTP, autrement dit les communistes. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que cette résistance était très pusillanime avant la rupture unilatérale du pacte germano-soviétique par l'Allemagne en 1941.
Je ne vais pas non plus m'attarder sur le fait qu'un certain nombre des communistes qui ont résisté avant cette date-là, et dont on doit évidemment saluer la mémoire, ont fini exclus du parti ou marginalisés pour ne pas avoir suffisamment suivi les ordres, comme c'est le cas de Georges Guingouin, exclu du PCF en 1952, ou de Charles Tillon, qui n'a pas été exclu, mais qui a connu une mise à l'écart progressive à la fin des années 40 pour son indépendance un peu trop forte. Même pour la gauche, l'idée d'une résistance antifasciste est très douteuse, parce qu'ici on voit bien que Clément Viktorovitch utilise ce terme de fascisme au sens générique, et puisqu'il désigne l'Allemagne, il ne parle pas du fascisme italien originel, mais du fascisme au sens de totalitarisme, au sens d'un État répressif, violent et tout-puissant. Or, le gros de la résistance de gauche était aux ordres de Staline. Le stalinisme était aussi une forme de fascisme au sens large. On peut même parler d'une seconde collaboration, non pas envers Berlin, mais envers un régime totalitaire de Moscou. Une collaboration qui a existé avant, pendant et après la guerre. Il suffit de regarder la presse communiste après la mort de Staline en 1953 pour s'en convaincre. Et j'insiste là-dessus, la résistance communiste s'est faite en très grande partie par collaboration envers un autre État dictatorial et meurtrier. Et si une partie de l'extrême droite française a lutté contre l'occupation de l'extrême droite allemande, je ne suis pas sûr qu'une partie des communistes auraient eux aussi résisté si c'était l'URSS qui nous avait occupés. Mais bon, on ne va pas se perdre dans l'Uchronie non plus. Alors, tout ça pourquoi ? Pourquoi Clément Viktorovitch explique que De Gaulle et la résistance étaient antifascistes ? Eh bien, cela tombe sous l'évidence, puisque la gauche se prétend antifasciste. Cette manipulation rhétorique lui permet de s'accaparer la résistance et par là même d'en exclure la droite qu'elle qualifie de fasciste. Dans l'extrait que je vous ai montré, il dit que Bruno Retailleau ne peut pas être gaulliste car Bruno Retailleau n'est pas antifasciste, et il l'accuse de manipuler l'image de la résistance alors que c'est bien lui qui la manipule. Il fait précisément ce qu'il prétend dénoncer en trafiquant le réel afin de le faire coller à ses idées. Il se présente comme étant du côté de la rigueur scientifique et de l'honnêteté intellectuelle, pour mieux s'acheter une image de prêcheur de vérité et pour mieux prendre son auditoire pour des imbéciles. Alors voilà, j'ai voulu faire cette vidéo car c'était pas la première fois que je l'entendais, lui ou des responsables politiques de gauche, parler de la résistance et de Gaulle dans ces termes. Ce que je trouve particulièrement pernicieux et insultant pour la résistance, le tout pour faire leur beurre politique. J'espère que ça vous a plu et j'espère que cette vidéo vous permettra de ne pas tomber dans le panneau quand vous entendrez ce genre d'arguments à la télé ou à la radio la prochaine fois. Vous offusquez de la suppression du 8 mai en particulier, Oui, symbole de la victoire contre le nazisme. mais exactement, je ne vois pas comment on peut supprimer ce jour de mémoire. Est-ce que le Rassemblement national est légitime à défendre ce symbole ?